Cette conférence va maintenant être enregistrée. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette troisième et dernière édition de ce cycle de webinaires consacré à la stratégie nationale hydrogène et notamment au lancement de deux appels à projets. Un premier dédié aux briques technologiques et aux démonstrateurs hydrogène et un second sur les écosystèmes territoriaux hydrogène. Donc, ces deux sont opérés par l'ADEME et par le programme d'investissement d'avenir. Pour ma part, je suis David Lenoc, je suis délégué général du club Power to Gas de l'AT2E. Avant de rentrer dans le détail de ces différents appels à projets, juste pour vous rappeler les trois piliers, les trois axes de cette stratégie nationale hydrogène. Le premier autour de l'industrie, notamment la décarbonation de l'industrie, en faisant émerger à la fois une filière industrielle française et en ciblant notamment à court terme les consommateurs déjà existants d'hydrogène carboné. Le deuxième axe dédié à la mobilité, sur le développement d'une mobilité lourde à l'hydrogène décarboné à travers le soutien d'une part à l'offre et d'autre part à différents projets territoriaux d'envergure en incitant à une mutualisation des différents usages de cet hydrogène. C'est notamment l'objet du second appel à projet dédié aux écosystèmes territoriaux. Et enfin, troisième axe, pour soutenir la recherche, l'innovation et le développement de compétences afin de favoriser et d'accompagner les futurs usages, donc les usages de l'hydrogène demain. Avant de laisser la parole à Christelle Verquin, déléguée générale de France Hydrogène, pour un mot d'introduction, je voulais tout d'abord vous rappeler quelques règles relativement classiques sur ce séminaire. Tout d'abord, pour vous informer que ce webinaire est enregistré, vous pourrez donc le revoir si vous le souhaitez. Merci à toutes et tous de bien couper vos micros et vos caméras, également avant d'optimiser la bande passante pour tous ceux qui n'interviennent pas. Vous pouvez, vous l'avez déjà, je pense, remarqué, à droite de votre écran, sous une petite bulle de bande dessinée, poser toutes vos questions sur le fil de discussion dédié. Christelle et moi serons vos porte-parole et vos relais pour nos deux intervenants de l'ADEME aujourd'hui pour poser les questions que vous vous posez. Toutes ces questions sont enregistrées et donc on les mettra à la disposition de l'ADEME qui pourra par la suite construire un question-réponse écrit que vous pourrez consulter dans les prochains jours. Vous recevrez bien sûr dans la journée tous les supports PowerPoint de nos intervenants aujourd'hui et également le lien vidéo pour revoir cette heure ensemble. D'ores et déjà, je souhaite remercier nos intervenants de l'ADEME. Tout d'abord, merci à Clément Ackermann, chef de projet à la direction entreprise et transition industrielle, programme investissement d'avenir à l'ADEME. Et merci également à Pierre Sachet de l'ADEME, ingénieur hydrogène au service industrie. Merci beaucoup à tous les deux. Vous le voyez, il y aura une partie présentation de chacun des deux appels à projets. Il y aura une séance de questions-réponses à l'issue de chacun de ces appels à projets. On a consacré au moins une dizaine de minutes pour ces questions. Voilà, Christelle, je te donne la parole pour la suite. Bonjour à tous, merci David. Avant de passer la parole à Clément Ackermann et Pierre Sachet, juste effectivement rappeler, comme tu l'as dit, que ces appels à projets s'intègrent dans une stratégie hydrogène qui est vraiment ambitieuse et qui touche tous les segments de la chaîne de valeur de l'amont à l'aval. Et dans ce contexte-là, ces deux appels à projets sont effectivement extrêmement structurants, qui ont pour objectif d'aider à la massification et à la coordination des projets. Il s'agit également d'aider à structurer l'offre industrielle et puis, in fine, d'aboutir à la création de valeur sur les territoires en renforçant le lien entre les territoires et les industriels. Juste un mot pour dire que dans ce contexte-là, à côté France Hydrogène, donc à FIPAC, nous créons des délégations régionales qui, sans nul doute, appuieront un petit peu ou aideront les acteurs à se rencontrer et à fédérer les projets. Mais ce n'est pas l'objet de l'intervention d'aujourd'hui, donc je passe sans tarder la parole à Pierre Sachet et Clément Ackermann, que je remercie également pour leur présentation aujourd'hui.
Alors bonjour à tous, je vais prendre la main pour la présentation. C'est parfait. Voilà. Alors, avant de vous présenter plus en détail les appels à projets, je vais juste faire un mot d'introduction sur comment s'intègrent dans la stratégie hydrogène donc ces deux appels à projets. En fait, il y a deux périmètres qui sont vraiment à distinguer, qui sont le scope de l'innovation et le scope du déploiement. Donc, savoir que il y a des soutiens qui restent historiques, notamment un guichet creux ou la programmation pluriannuelle de la recherche, mais donc des nouveaux soutiens qui sont le sujet de la présentation d'aujourd'hui, qui sont donc d'une part la APPI ADEME Briques Technologiques que vous présentez Clément juste après cette slide, et d'autre part du côté du déploiement la API écosystème territoriaux hydrogène, qui sera donc complémenté par d'autres mécanismes, plus côté OPEX, dans les prochaines années à venir, mais j'imagine que vous suivez très bien ces questions-là également. Donc sans plus tarder, je passe la parole à Clément. Un soutien qui est l'AP briques technologiques et démonstrateur de hydrogène. Donc en préambule, on vous a mis en dessous de ce slide donc le lien vers la plateforme pour accéder en fait aux différentes annexes formant les dossiers et déposer un dossier, et également le lien, enfin l'adresse de la boîte mail si vous avez des questions suite à cette présentation. Donc slide suivant, s'il vous plaît, merci. Donc le présent AP briques technologiques et démonstrateur hydrogène vise donc vise dans deux volets. Dans son premier volet, briques technologiques, à développer ou améliorer les composants et systèmes liés à la production et au transport d'hydrogène et à ses usages tels que les applications de transport ou de fourniture d'énergie. Et dans son volet démonstrateur, à soutenir des projets de démonstrateurs, de pilotes ou de premières commerciales sur le territoire national, permettant à la filière de développer de nouvelles solutions et de se structurer. Donc, c'est un appel à projet innovant, donc, qui a pour but de financer l'innovation. Donc, les solutions proposées dans le cadre de cet AP doivent conjointement, d'une part, être innovantes, donc par rapport à un état de l'art, par rapport à des verrous qui seront caractérisés et qui seront à lever dans le projet, et avec des niveaux de maturité visés en fin de projet. Alors en début de projet entre 6 et 7, et en fin de projet entre 8 et 9. Mais il y a également d'autres critères, des critères liés à la plus-value environnementale qui devront être traités dans le cadre du dépôt de projet, des critères liés à la demande d'un marché. En effet, les marchés visés doivent être caractérisés, quantifiés, et l'accès à ceux-ci doit être explicité. Et le niveau de maturité en fin de solution doit permettre la commercialisation, l'industrialisation ou la réplication de la solution qui va être testée durant le projet déposé. Donc ces solutions doivent être réplicables également, doivent avoir des bénéfices sociaux et de filière, c'est-à-dire créer de l'emploi sur le territoire, participer à la structuration de la filière française, et dont les dépenses doivent être territorialisées, c'est-à-dire se passer vraiment sur le territoire français. Slide suivante. Donc les différents axes de cet AAP, donc il y en a 4. Un premier axe briques technologie et composants. Alors c'est un axe qui vise pour le coup vraiment à financer des projets ciblant l'innovation sur les composants, les systèmes ou des maillons de chaîne. Et cet axe vise principalement les technologies de production d'hydrogène, de conditionnement, de transport et de distribution, les technologies de pile à hydrogène, les technologies de combustion directe d'hydrogène ou de mélange hydrogène-gaz, et ainsi que les auxiliaires liés à l'environnement et à l'usage de l'hydrogène. Un deuxième axe sur lequel vous pouvez déposer vos projets, c'est l'axe pilote et ou première commerciale innovant et fourniture temporaire ou localisée d'énergie. Alors c'est vraiment un axe qui a pour but de
de financer des premières commerciales ou des pilotes validant dans un environnement d'exploitation des solutions liées aux nouveaux usages industriels de l'hydrogène, permettant la décarbonation des industries, des usages de power to gas ou d'injection d'hydrogène et de méthane de synthèse dans les infrastructures gazières, mais également la fourniture d'électricité décentralisée. Un troisième axe qui est la conception et la démonstration de nouveaux véhicules. Alors là-dedans, on va vraiment retrouver tout ce qui est innovation liée aux véhicules au sens très large, c'est-à-dire poids lourds terrestres, véhicules utilitaires, bateaux, transport fluvial ou maritime, de façon large, matériel roulant ferroviaire, véhicules off-road. Et là, pour le coup, c'est vraiment on attend vraiment des démonstrateurs, de nouveaux véhicules hydrogène innovants et toute solution qui pourrait améliorer déjà l'existant. Et enfin, le dernier axe, grand démonstrateur d'électrolyse, axe dans lequel on va attendre plutôt des grands démonstrateurs d'électrolyseurs de grande envergure, d'une puissance supérieure à 20 MW, pour des usages industriels captifs. Et alors, la petite particularité de cet axe-là, c'est que nous, on va intervenir que en CAPEX, et que la part OPEX qui pourrait être nécessaire pour financer vos projets devra être trouvée via un autre guichet ou via un autre, via un autre guichet qui peut être européen ou français. Slide suivante. Donc, on vous a remis ici le processus global d'instruction du PIA avec les principaux jalons et les principales phases que vous allez devoir traverser pour arriver à la contractualisation et à la signature de vos contrats. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de date de clôture sur cette AAP, hein. Donc c'est vraiment une instruction qui va se faire au fil de l'eau. Donc vous prenez contact avec l'ADEME via la boîte mail. On va faire une première série d'échanges. On va vous demander de remplir une annexe de présentation de votre projet sous forme de PowerPoint que vous allez nous renvoyer, et on va planifier une réunion de pré-dépôt durant laquelle vous allez vraiment nous expliquer voilà, qu'est-ce que vous faites dans votre projet, les différents marchés, le modèle économique, où est l'innovation, l'organisation, avec combien de partenaires vous êtes, etc., le budget global et l'aide demandée. Et on va vous faire un certain nombre de retours qui vont permettre de maturer votre projet au dossier, au dépôt de dossier. Au moment où vous déposerez, on va rentrer dans une phase de présélection et d'instruction qui va durer à peu près 3 mois, durant laquelle votre projet va être présélectionné durant les 3 premières semaines. Et si vous passez la présélection, on vous se reverra en réunion d'expertise avec un expert externe, des experts internes de l'ADEME, et là on se verra à peu près pendant une demi-journée, une journée, pour vraiment approfondir les derniers points, les derniers questionnements que l'ADEME et des experts externes peuvent avoir sur votre projet. Et donc au bout de 3 mois, en fait, une décision de financement ou non est rendue par un comité de pilotage qui suit l'action démonstrateur du PIA, et ce comité de pilotage est composé du ministère de l'Environnement, du ministère de la Recherche, du ministère des Finances, d'économie et des Finances, et sous le patronage du secrétariat général pour l'investissement. Donc l'ADEME est vraiment opérateur sur ce genre d'action, donc on est vraiment là pour échanger avec les porteurs, prendre contact, les aider à améliorer leurs projets et faire les analyses et rendre des avis. C'est pas nous qui sommes décideurs. Donc faut vraiment avoir ça en tête. Et donc suite à ça, vous passerez en phase de suivi, et je reviendrai un peu plus tard sur cette phase-là. Slide suivante. Merci. Donc pour cette AAP, on attend des projets qui sont monopartenaires ou collaboratifs, dans la limite d'avoir 5 partenaires par projet. Alors si vous êtes à plus de 5 partenaires, vous pouvez mettre des partenaires en sous-traitance, ça, il n'y a pas de souci. Typiquement, on a déjà eu des projets où il y avait 8 partenaires qui étaient vraiment importants pour le projet, et on a demandé à tous les laboratoires, par exemple, de se mettre en sous-traitance d'un seul laboratoire qui représentait tous les autres laboratoires, par exemple. Mais ça marche également pour les entreprises. Au niveau du budget, on attend pour les axes 1, 2 et 3 des budgets minimum de 2 millions d'euros, et pour les axes 4, des budgets minimum de 5 millions d'euros. Alors pourquoi? C'est vraiment pour essayer de financer des projets qui soient structurants et qui aient un vrai effet d'entraînement sur la filière. D'une part, et d'autre part aussi pour essayer de minimiser les coûts de gestion, aussi bien pour vous que pour nous, de trop petites aides qui seraient octroyées et qu'au final coûteraient plus en frais de gestion que en effet économique réel, quoi.
Au niveau des dépenses, toutes les dépenses sont éligibles, donc salaire et charges, frais connexes forfaitaires, sous-traitance, contributions aux amortissements, frais de mission et autres coûts. On vous a rappelé les taux d'aide par type d'entreprise, par catégorie, enfin par type de dépenses RDI ou LDE. Et alors cet AAP a la particularité également de proposer une petite bonification de 5% en subvention. Ça, c'est les 2 colonnes du milieu gauche. Si vous arrivez avec une aide européenne lors du dépôt du projet, ou si vous potentiellement avez comment dire, une aide européenne planifiée que vous allez avoir dans les prochains temps. On vous a donné également les taux d'aide pour les organismes de recherche et les collectivités locales. Donc 100% subvention avec les intensités d'aide qui sont sur la droite. Et donc le versement de ces aides se fait classiquement, donc vous avez 15% d'aide lors de la signature, ce qu'on appelle l'avance à notification, qui fait à peu près 15% du montant total de l'aide. On garde 20% pour la fin du contrat, pour la fin du projet, et les 35 autres les 75 autres pourcents, 65 autres pourcents, pardon, sont versés durant des versements intermédiaires à chaque étape clé qu'on définira lors de la contractualisation. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc ici, on vous a remis les différents critères de sélection, donc des critères qui concernent aussi bien le montage du projet en termes de gouvernance, planning, jalon décisionnel, gestion des risques également, et description des coûts, les critères en termes de consortium qui concernent pour le coup la complémentarité et la pertinence du consortium et de ses différents acteurs. Des critères concernant le plan de financement qui est proposé, avec l'incitativité de l'aide, les modalités de financement, et les projets sollicitant en parallèle du financement PIA, enfin les différentes aides sollicitées de façon générale. L'innovation, qui est, comme je rappelle, un point important lorsque vous déposez vos projets à vraiment expliciter, toujours par rapport à un état de l'art. Les conditionnalités et les impacts environnementaux des projets. Alors n'hésitez pas, hein, franchement, les coûts sont éligibles et on challenge beaucoup sur ça en ce moment. C'est vraiment, n'hésitez pas à inclure un lot dans votre projet, j'ai envie de dire études, qui concerneraient aussi bien des études liées à l'environnement, type ACV ou bilan environnemental ou autre en fait. Mais ACV, on est plutôt assez preneur de l'ACV. Et également des études sur technico-économiques ou des études de marché qui seraient déployés, qui sera à faire durant votre projet si vous en avez besoin. C'est toujours des éléments qui sont assez valorisables et qui qui pour nous est utile après pour la suite pour comprendre votre projet et pour le suivre au mieux. En termes de critères, on considérera également la réplicabilité de la solution et l'impact sur la filière, la pertinence du modèle d'affaires et effectivement les impacts, comme je le disais, socio-économiques en termes de maintien d'emploi, création d'emplois, direct ou indirect, les bénéfices attendus sur l'écosystème, la structuration de la filière et la pertinence du projet par rapport on va dire, à l'existant. Voilà. Et enfin, la slide précédente, s'il te plaît. Il y a encore un autre critère qui est important dans les critères financement, c'est vraiment la solidité de l'entreprise en termes de capitaux propres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un des points importants dans le versement de l'aide, c'est que l'aide versée cumulée doit être égale aux capitaux propres qui sont présents dans l'entreprise. Si on fait un versement, si on vous donne 100 d'aide répartis en 25 sur 4 ans, donc 25, 50, 75, 100, voilà, il faut que vos capitaux propres suivent soit au minimum de la même trajectoire, c'est-à-dire premier versement 25, les capitaux propres minimum c'est 25, deuxième versement, vous reversez 25, donc la somme de l'aide versée sera de 50, donc les capitaux propres doivent au minimum être de 50, etc., jusqu'à 100. Donc ça, c'est le petit point un peu important que je reprécise à chaque fois et qui qui peut être parfois le point bloquant. Slide suivante cette fois. Merci. Donc au niveau des modalités de remboursement, donc les parts de remboursement des avances remboursables sont remboursées en 2 fois 50%, 2 fois 50%. À l'atteinte de seuils de remboursement qui sont définis comme de 2 manières en général.
ou alors l'atteinte d'un premier seuil de succès commercial ou l'atteinte d'un premier seuil de production. Pareil pour le deuxième remboursement, c'est toujours l'atteinte d'un second seuil de succès commercial ou l'atteinte d'un second seuil de production. En général, après, ça peut dépendre encore une fois des projets. Et donc les taux d'actualisation appliqués aujourd'hui sont donc le taux Commission européenne, donc aujourd'hui il est à peu près à moins 0,3, plus 100 points de base dans le premier remboursement et 400 points de base dans le second remboursement. Donc vous avez à peu près 0,70% de remboursement, 0,7% de remboursement de taux d'actualisation dans le premier cas et 3,7% de taux dans le deuxième cas. Le nombre d'échéances varie en général entre 2 et 4 échéances d'un même montant. Et il peut y avoir un peu d'adaptation pour certains projets qui sont un peu just en termes de trésorerie sur les premières échéances, le prélèvement des premières échéances. On peut mettre un peu de mou là-dessus. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour la API Brick Techno. Et maintenant, on peut passer aux questions si vous en avez. Merci beaucoup, Clément. Christelle, je te laisse démarrer une première série de questions. Oui, alors j'ai quelques petites questions sur les axes qui ont été décrits. Donc, première question, pouvons-nous déposer des projets adressant 2 axes conjointement, axe 1, axe 3? Ah oui, complètement, oui. Si, encore une fois, c'est pas tant... comment dire, on n'est pas... Enfin, on fait pas de la lecture littérale du texte de l'AP. En fait, le but de cette AP, c'est vraiment de financer l'innovation. Donc, si vous vous situez sur plusieurs axes, c'est complètement compatible. Enfin, soyons pragmatiques, le but de cette AP, c'est de financer l'innovation sur les axes qu'on vous a cités. Si ça peut ratisser large, c'est très bien. Et peut-être rappeler sur l'axe 1, est-ce que les petits électrolyseurs innovants font partie de cet axe 1? Oui, les petits électrolyseurs peuvent faire partie effectivement de cet axe 1, au même titre que les procédés thermochimiques, ou utilisant de la biomasse, ou les procédés de méthanation. Encore une fois, l'AP est vraiment très large sur l'innovation, donc j'ai presque envie de vous dire, vous posez pas trop de questions tant que vous respectez les critères d'innovation, d'impact positif, enfin de co-bénéfice sur l'environnement, de co-bénéfices économiques et de co-bénéfices en termes de filière et de création d'emplois, allez-y. D'accord. Alors après, il y a aussi une petite question sur la façon de se mettre en relation. Alors c'est une double question, mais d'une part, comment être référencé pour accompagner les porteurs de projets s'ils recherchent des partenaires en études ou en réalisation? Et qui est une question un peu similaire, est-ce qu'il y a une plateforme ou autre qui permettrait ce référencement comme partenaire pour certains axes ou activités afin qu'il puisse y avoir des mises en relation avec les consortiums? Je trouve qu'effectivement, c'est une question assez intéressante. Peut-être qu'il faudrait. Ouais, alors j'ai apporté une première part de réponse et peut-être Pierre me complétera là sur une autre partie. Mais alors aujourd'hui, côté investissement d'avenir, nous on fait pas de mise en relation. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas les moyens aujourd'hui tout simplement de mettre en relation les partenaires. Et de toute façon, c'est pas forcément à nous dans la mesure où c'est vraiment vous qui connaissez vos projets. C'est un peu difficile en termes pour un acteur extérieur, pour un intervenant extérieur, de dire voilà, telle et telle personne peut aller avec tel et tel autre acteur, dans la mesure aussi où les projets que vous nous présentez sont des projets qui sont normalement confidentiels et on garde la confidentialité de tous les projets. Donc on ne peut pas communiquer sans votre accord et comme ça d'informations sur votre projet. Par Donc, contre, c'est c'est peut-être, pardon, juste pour compléter, Clément, c'est peut-être le rôle d'organisations comme la T2E ou France Hydrogène, justement, de voilà, permettre une relation. exactement. Voilà, c'est ça. David et moi pour Donc aider les souvent, porteurs de projets. Tout à fait. ouais, exactement. Donc souvent en fait, ce que moi je conseille aux porteurs, c'est de vous rapprocher ou alors des organisations effectivement comme la T2E ou la FIPAC, ou même de regarder les pôles de compétitivité qui sont dédiés à vos thématiques, qui eux par contre ont une connaissance des écosystèmes et peuvent faire le lien entre différents acteurs. Et pareil dans le montage des projets, ces acteurs-là, et je pense notamment au pôle de compétitivité, ont une expérience d'accompagnement dans le montage des projets et connaissent un peu nos attentes côté PIA. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous tourner vers ces acteurs pour si vous avez besoin de soutien. Et après, encore une fois, on est toujours en soutien derrière avec la boîte mail. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, quoi.
Ouais, j'ajoute juste un tout petit mot, mais c'est pas pour faire la promotion de la FIPAC, mais on a créé un outil justement pour proposer une arborescence fine et détaillée de toute la chaîne de valeur sur laquelle les acteurs peuvent se positionner. Et on est en train de travailler avec les CCI et les directs pour mettre en place justement un outil qui permette d'agréger tous les acteurs sur ces chaînes de valeur. Voilà, donc vous pourrez y retrouver aussi des partenaires de projet, des fournisseurs, etc. Bon, mais voilà. J'avais une autre question sur l'aspect financement. Donc, les budgets projets sont-ils capés à un montant maximum? Non, tant que, encore une fois, enfin, non, il n'y a pas de budget maximum. Ceci dit, on a quand même une analyse critique du budget en se disant toujours, voilà, est-ce que, bon, bah, pour un bon usage de l'argent public quand même, est-ce que le budget qu'on a en face, enfin, sous nos yeux, est pas surdimensionné par rapport au minimum qui aurait été nécessaire pour lever les verrous présentés dans le projet. C'est-à-dire, va falloir, vous pouvez venir avec des très gros budgets, il n'y a pas de souci, mais va falloir quand même justifier des budgets importants et au regard enfin, des objectifs que vous vous êtes fixés dans le projet, quoi. Et après, juste peut-être un rappel de vocabulaire. Après, David, je te repasse la main sur les autres questions que tu aurais identifiées. Donc, rappeler ce que c'est LDE et puis donc les lignes directrices Oui. et le régime d'encadrement européen. Le job. Oui. C'est- Alors, Après, il faut relancer sans arrêt. j'entends quelqu'un derrière, si vous voulez juste mettre votre micro en mute. Je viens de le couper, c'est bon. Top, merci beaucoup. Alors, donc le régime RD, donc c'est le régime recherche, développement et innovation. Donc c'est le premier régime d'aide défini par la Commission européenne. Donc c'est vraiment un régime qui a pour but de financer la recherche. Alors oui, la recherche, enfin, les activités ou les tâches de recherche d'un projet. Donc la particularité de ce régime, donc comme je disais, donc on finance du TRL à faire à neuf. Les amortissements qui sont présentés dans le projet sont des amortissements qui sont, comment dire, qui sont, on utilise, enfin pardon, au niveau de l'aide, pardon, sur un amortissement, on ne donnera de l'aide uniquement que sur les parts des amortissements amortis durant le projet. C'est-à-dire que si vous avez un projet de 3 ans et un amortissement en 10 ans, l'assiette éligible de cet amortissement sera uniquement les 3 premières années qui sont conformes aux 3 premières années du projet. Et ces 3 premières années feront constitueront la part éligible de l'aide sur cet amortissement. Si. Donc ça, c'est la première caractéristique. Et alors le régime ligne directrice environnement, donc ça c'est un régime qui est un peu particulier, qui sort du cadre de la recherche pure et qui a pour but de financer des installations qui iraient au-delà, on va dire, des normes environnementales aujourd'hui, enfin, qui auraient des co-bénéfices qui iraient au-delà des normes environnementales définies aujourd'hui. Et donc du coup, vous pouvez avoir, alors dans ce cadre-là, vous pouvez vraiment prendre en compte tous les amortissements durant toute la durée de vie du projet. Donc quelle que soit la durée, durant toute la durée de vie de votre installation, quelle que soit la durée de vie du projet. Donc si votre installation dure 20 ans, par exemple une éolienne, mais que le projet de construction dure seulement 5 ans, c'est pas grave, on prendra dans l'assiette éligible tous les amortissements de l'éolienne, moins, ça c'est la particularité, moins les coûts liés à une solution de référence qui pourrait fournir exactement le même type de service. Donc, typiquement, dans le cas d'une éolienne, par exemple, le cas classique, c'est une centrale gaz. Donc l'assiette éligible, dans ce cas-là, ce sera vraiment donc les coûts du projet, moins les coûts associés à la centrale gaz, moins éventuellement les coûts non retenus par côté ADEME. Alors que dans le régime RDI, ce sera uniquement donc les coûts présentés avec les amortissements durant la durée du projet, moins les coûts retirés par l'ADEME. Point. C'est à peu près ça les deux grandes notions. Ok, parfait. Je poursuis avec des questions liées aux typologies de dépenses prises en compte. Est-ce que les dépenses liées aux travaux des études technico-éco sont éligibles ou non? Et une autre question liée à l'état de l'art. Est-ce qu'elles sont incluses dans l'appel à projet et donc est-ce qu'elles sont financées ou est-ce qu'elles doivent être réalisées avant ou pas?
Alors sur la première question, oui, toutes ces études-là sont éligibles sans problème, dans la mesure où si elles participent effectivement à la construction d'un démonstrateur, etc. Encore une fois, toute dépense est éligible dans la mesure où ça participe à, on va dire, à la réalisation d'un démonstrateur permettant de lever les verrous d'une innovation. Et et la deuxième question, c'était Sur l'état de l'art. l'état de l'art. Alors sur l'état de l'art, comment dire, on attend quand même, des porteurs de projets qui connaissent un petit peu l'état de l'art de leur solution lors du dépôt. Parce que de toute façon, encore une fois, c'est un peu un argumentaire qui permet de justifier le caractère innovant de votre projet. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui doit faire l'objet d'une étude avant le dépôt, quoi. Que cet état de l'art, soit pas, comment dire, exhaustif, ça peut se comprendre, mais encore une fois, on attend quand même que vous connaissiez vos domaines et comment vous vous situez sur vos secteurs par rapport aux autres, quoi. Sur les règles de cumul des aides, pouvez-vous préciser les règles et possibilités de cumul, s'il vous plaît? Et une autre question en lien, quel est le régime d'encadrement européen? Et donc, quel est le régime des aides européennes qui peut être cumulé ou non? Alors, donc les taux plafonds que vous pouvez avoir se trouvent dans le régime RGEC, donc le régime général d'exemption par catégorie, qui est disponible en ligne. D'ailleurs, vous tapez RGEC, vous allez le trouver. Mais également dans le régime, donc ça c'est l'encadrement général, et en dessous il y a un régime RDI et le régime LDE. Et pareil, vous avez deux textes séparés qui sont disponibles en ligne et qui vous expliquent vraiment de façon très détaillée ce qui est possible de faire ou de ne pas faire. Et alors, les plafonds d'aide dépendent de la catégorie d'entreprise. Donc là, pour le coup, éventuellement, je vous renvoie au texte et éventuellement, on pourra les fournir à l'ATIC, pour les envoyer à tout le monde éventuellement, parce que ça dépend vraiment de votre catégorie d'entreprise et d'un certain nombre de critères. Il y a un tableau, qui fait une page qui vous montre exactement où vous vous situez. Et donc, du coup, les aides, en fait, toutes les aides d'État, tout ce qui est considéré comme aide d'État peut être cumulable jusqu'à l'atteinte de ces plafonds. Et alors, du coup, la question, c'est c'est quoi une aide d'État? Alors, une aide d'État, c'est une aide qui est octroyée par un État ou une administration ou une entité qui dépend plus ou moins de l'État, mais pas de l'Europe, qui peut être, comment dire, qui à un moment pourrait avoir une action de, je sais pas, de discrimination, mais de choix entre tel et tel acteur lors de l'attribution de l'aide. Et qui serait potentiellement, qui aurait pour but, direct ou indirect, de distordre le marché par rapport au marché européen, au fonctionnement classique du marché européen. Donc ça, c'est en gros les trois critères. Il y en a un quatrième dont je me souviens plus, mais c'est à peu près les trois critères pour définir une aide d'État. Donc en gros, gardez juste en tête que voilà, tout ce qui passe, toutes les aides qui sont octroyées par un service d'État, par une collectivité locale, type les FEDER ou ce genre de choses, c'est des aides d'État. Par contre, il y a d'autres, typiquement le crédit impôt recherche n'est pas considéré comme une aide d'État de mémoire, CICE non plus, dans la mesure où tout le monde peut l'avoir, donc pas de distorsion, dans la mesure où voilà, il y a certaines choses qui font que ça ne rentre pas dans les critères d'aide d'État. Et les aides européennes, hors FEDER, il me semble que toutes les aides européennes ne sont pas des aides d'État, dans la mesure où elles sont octroyées par la Commission. Ok, très bien. Une dernière question pour ma part sur les TRL. Tu as parlé d'une évolution du TRL au cours de projet. On part de 6-7 pour arriver à 8-9. Est-ce que c'est bien ça? Et est-ce que, en fonction des briques, par exemple pour la brique l'axe 3, est-ce qu'il y a un TRL minimum à avoir pour être éligible à cet axe 3? Alors, en fait, j'ai donné des ordres de grandeur en TRL de début et TRL de fin, mais encore une fois, je pense qu'on peut dire assez sereinement qu'on est assez, voilà, on est assez ouvert sur ce que vous pouvez nous proposer. Bon, ne proposez quand même pas du TRL 1 à 3, pour le coup, on est vraiment en recherche fondamentale, quoi, mais on peut tolérer des TRL qui sont un peu plus amont. Mais après, le vrai sujet, c'est que dans votre, si vous avez une aide
dans l'aide qui vous est octroyée, vous avez des avances remboursables. Et ces avances remboursables, comme son nom l'indique, doivent être remboursées. Et donc, si vous partez avec des TRL trop amont, on va forcément se poser la question de est-ce que le saut entre un TRL 4 et un TRL 9 est pas trop important? Est-ce que vous allez vraiment l'atteindre? Et comment vous allez rembourser ces avances? Et pareil, si vous arrivez à un TRL 7 ou 8 en fin de projet, on va se poser la question qu'est-ce qui se passe après et comment vous allez rembourser vos avances? Est-ce qu'il y a besoin d'un autre projet, etc. Encore une fois, tout peut s'entendre et on est très ouvert côté ADEME sur sur les explications que vous pouvez nous fournir. Mais à un moment ou à un autre, voilà, on aura ces questions. Ok, merci. Christelle, est-ce que tu as une dernière question avant de passer à la suite? Je pense qu'on peut passer à la suite, à mon goût, mais Parfait. Très bien. Donc, appel à projet écosystèmes territoriaux hydrogène. Pierre Sachet, c'est à toi. Parfait. Alors, je vais vous parler donc de l'appel à projet écosystème territoriaux hydrogène, donc qui sera opéré par l'ADEME très prochainement avec des clôtures qui arrivent donc dès cette fin d'année. Au niveau des objectifs derrière cet appel à projet, en fait, il y en a deux principalement. Il y en a un, comme son nom l'indique, qui est déployé dans les territoires des écosystèmes d'une certaine taille. Par écosystème, on entend en fait quelque chose qui déploie à la fois de la production et les usages liés, donc qu'on puisse certifier que les infrastructures soient rentables avec donc des usages qui soient aussi soutenus, puisqu'on connaît tous le surcoût lié à l'hydrogène. Et donc, derrière ce déploiement, il y a des objectifs qui sont assez clairs, qui, d'une part, sont décarboner l'industrie. Donc là, avec cet appel à projet, on vise l'industrie qui utilise l'hydrogène de manière diffuse, qui se fait livrer l'hydrogène, puisqu'on sait qu'avec des subventions uniquement au CAPEX, ce ne sera pas possible d'avoir des projets adressant les usages captifs de l'hydrogène. Également améliorer la qualité de l'air avec donc le déploiement de véhicules hydrogène dans les villes, dans les ZFE ou dans n'importe quelle zone où il y a un besoin de mobilité avec une certaine autonomie. Donc là, c'est dans le respect du mix des carburants alternatifs entre biogène, V et batterie. Et un autre axe important qui est de valoriser les renouvelables. On s'y attache d'essayer de favoriser au maximum les projets qui regardent vraiment le lien qu'ils ont avec la production électrique en amont du déploiement de leur capacité d'électrolyse. Un deuxième aspect, c'est de favoriser la mutualisation des usages. Donc ça, c'était pas forcément présent dans l'appel à projet précédent, celui qui avait été lancé fin 2018 sur la mobilité hydrogène. Donc, comme son nom indique, il y avait uniquement la mobilité qui était éligible. Là, cette fois-ci, on ouvre industrie et au stationnaire, tout d'abord pour être plus cohérent dans la démarche, pour avoir des projets qui adressent tous les besoins qui sont pertinents liés à l'hydrogène sur un territoire. Et aussi donc pour améliorer la rentabilité des installations, puisque du coup, ils ont plusieurs moyens derrière en termes de marché. Deuxième grand axe, c'est le deuxième grand objectif, c'est le soutien à la demande. Là, c'est dans la lignée de la stratégie française sur l'hydrogène qui a été explicitée le 8 septembre dernier, qui est donc de favoriser l'électrolyse et d'accélérer le changement d'échelle lié à ces technologies. Et en cela, cet AAP, il permet de participer à cet effort, puisque en fait, c'est un débouché pour les équipements qui sont en train d'être développés, fortifiés par des procédés comme l'IPCEI. Donc derrière, développer des écosystèmes qui utilisent des équipements donc de préférence français ou locaux, avec une chaîne de valeur qui est fléchable et donc qui est sécurisante en termes de maintenance et de structuration long terme. Ça, c'est un axe qui est à retenir pour cet appel à projet et on a voulu mettre l'accent dans ce cahier des charges. En termes de projets éligibles, vous l'avez compris avec la toute première slide que j'avais présentée au début, cet AAP ne vise pas les innovations. Donc là,
comme l'a évoqué Clément, comme la API Brick Techno est assez large, il permet d'adresser ses besoins. Là, on cherche vraiment le déploiement là où il y a une offre commerciale. Donc derrière, on vise le déploiement d'écosystèmes, soit un nouvel écosystème avec une infrastructure qui est déployée et des usages. C'est aussi possible de consolider une infrastructure déjà présente. Donc, par là, on entend que, par exemple, si un projet il a déjà été soutenu par l'ADEME, ou non d'ailleurs, mais qui a une protection bas carbone, et qu'il cherche des nouveaux usages pour fortifier son facteur de charge d'électrolyse, c'est éligible. Donc, par exemple, de déployer une nouvelle ligne de bus ou une nouvelle flotte d'utilitaires légers, c'est éligible, mais on demande un seuil. Donc, le projet d'extension représente au moins 30 tonnes par an, ce qui correspond à peu près à une centaine d'utilitaires légers ou 8 véhicules lourds, pour éviter d'avoir des dossiers trop faibles en taille à traiter. Ensuite, au niveau de la production et distribution de l'infrastructure, l'appel à projet est restreint à l'électrolyse, avec donc un électrolyseur déployé qui doit être entre 1 et 20 mégawatts. Là, ces bornes, elles s'expliquent. Alors la borne basse, elle s'explique par l'effet structurant qu'on attend des écosystèmes. On ne veut pas des écosystèmes de trop faible taille, notamment puisque ramener au kilo d'hydrogène, ça, en termes d'argent public, c'est extrêmement cher. Et en borne haute, ça correspond à l'état du marché actuel sur l'offre, sachant que les projets démonstrateurs de taille supérieure sont éligibles à la BBRIC. Un point important à noter aussi, on pose souvent la question, l'électrolyse de saumure est éligible. Donc derrière, s'il y a des coûts supplémentaires de purification qui sont nécessaires pour mettre à disposition l'hydrogène à d'autres clients industriels ou à la mobilité ou au stationnaire, ça sera éligible. Enfin, il faudra bien sûr le justifier, mais c'est un mode de production qui est éligible. Un autre indicateur, donc là c'est un prix cible, les pouvoirs publics ont tenu à indiquer un prix cible qui en fait n'est pas une condition pour déposer, mais qui est donc une cible, comme son nom l'indique, pour guider les porteurs de projets sur le fait que c'est un appel à projet compétitif. La filière commence à se structurer, on commence donc à avoir un point de vue plus utilisateur qui donc tendra à favoriser ce qui est un TCO inférieur. Et donc, on demande, si possible, d'atteindre ce prix cible à mix électrique équivalent, bien sûr. Un autre point, c'est que assez important, c'est qu'on demande que plus de 50% du facteur, donc de la capacité de l'électrolyseur soit atteint par des usages qui soient un minimum certifié, donc avec une lettre d'intention détaillant bien la flotte qui serait déployée par l'usager, sa consommation, également à quelle échéance et quel prix d'hydrogène. Ça, c'est plutôt important pour comprendre la stabilité de l'écosystème. Et donc, on demande à ce que ce seuil soit, enfin, que ces véhicules, ils soient déployés au maximum 2 ans après la mise en service de l'installation, mais qu'on ait de la visibilité dès le dépôt. Dernier point au niveau infrastructure, c'est le sourcing électrique. Donc là, il y a deux cas différenciés. C'est soit donc c'est une connexion réseau qui est établie ou réseau plus garantie d'origine classique. Donc ça c'est un taux d'aide, normal. Et donc un taux d'aide, il est bonifié pour les projets faisant un effort particulier en faveur du lien au renouvelable. Donc soit avec une connexion physique, soit avec un contrat d'achat long terme donc de 10 ans avec un producteur ou via un agrégateur, ou soit une combinaison de tous ces aspects, mais sur l'ensemble du productible. Dans ce cas-là, il y a une bonification du taux d'aide. Je passe aux usages.
les usages industriels ne sont pas directement soutenus, c'est-à-dire qu'on n'aidera pas à un changement de process pour un industriel, par exemple, mais par contre, on aide à tout l'amont de la chaîne et donc en prix ressenti, l'industriel verra bien la différence. Par contre, du côté des usages en mobilité, là où il y a un surcoût qui est assez drastique, là, on aide à l'acquisition des véhicules et on identifie donc des catégories de véhicules qui sont soutenus, véhicules utilitaires, les bus non articulés, les bennes à ordures ménagères, là où une offre est bien définie. Par contre, sur des véhicules un peu plus lourds, bus articulés, autocars, camions, là, l'offre est encore en cours de construction, donc en fait, on l'ouvre uniquement à la 3e clôture de l'appel à projet et ultérieurement, donc à partir de septembre 2021. Même si le rétrofit reste accepté pour ces véhicules, si jamais le prix donc n'est pas prohibitif pour les usagers et qu'il y a une intention d'acquisition derrière. Les bateaux sont éligibles en deçà d'une certaine taille, donc qui est caractérisée par l'aide qui serait accordée par unité de véhicule. Et on insiste donc, comme je l'évoquais, sur la description de l'engagement des acquéreurs de véhicules, donc avec des données de consommation et de déploiement, et aussi sur description du coup du besoin, ce qui est complètement lié, savoir pourquoi ils ont choisi l'hydrogène, notamment vis-à-vis d'un véhicule électrique batterie, spécifiquement pour les véhicules utilitaires légers et les bus 12 mètres, où là la question se pose souvent. Les usages stationnaires sont éligibles à cet appel à projet, donc que ce soit pour l'alimentation de bateaux à quai pour l'événementiel ou au niveau des chantiers BTP, également en ZNI en système de stockage hybride. Et je rappelle aussi donc que des lettres d'engagement, c'est important pour côté mobilité, mais c'est aussi important côté industriel et stationnaire, bien sûr, pour qu'on comprenne la stabilité de l'écosystème. On dit engagement, mais on ne parle pas d'engagement contractuel, bien sûr. On sait que c'est pas possible à ce stade de projet, mais d'intention forte qui donc décrit les conditions d'usage qui seront opérées. Au niveau des critères de sélection, il y en a 5. Le premier, c'est le critère environnemental, donc bien sûr sur les tonnes de CO2 évitées, mais également en qualité des ressources mobilisées. Donc là, c'est sur le sourcing électrique. Et il y a aussi un critère, enfin, à l'intérieur de ce critère, on regarde si le projet s'intègre dans une stratégie plus globale liée à la transition écologique. C'est-à-dire, est-ce que les acteurs, en dehors de l'hydrogène, font d'autres actions de maîtrise de l'énergie, de rénovation, de mutualisation de flotte, etc. Des actions pour montrer, pour qu'on sente que la position des acteurs n'est pas uniquement technologique sur l'hydrogène, mais qu'elle est bien dans une démarche globale et qu'elle est bien consciente que l'hydrogène n'est qu'une portion de la solution. Un deuxième critère, c'est le critère d'usage. Donc ça, j'ai assez insisté dessus. Un critère relatif au consortium, donc là, c'est plus vis-à-vis de la maturité du projet. Est-ce que le partenariat est en cours? Comment est-ce qu'il est esquissé pour son fonctionnement sur la durée de vie du projet? Est-ce qu'il y a des collectivités qui sont impliquées? Ça, on voit ça d'un œil plutôt positif en termes de structuration du territoire, même si c'est pas un critère nécessaire pour postuler. Ensuite, un critère d'impact filière, donc là toujours dans la lignée de la stratégie hydrogène, c'est le contenu local des fournisseurs et derrière l'impact maintenance que ça a sur la durée de vie du projet. Et enfin, un critère d'efficacité de l'aide publique en prix de l'hydrogène distribué, en intensité de l'aide ADEME en euros par kilogramme d'hydrogène sur la durée de vie du projet. Je vais aller assez vite sur les modalités d'aide, puisque c'est assez simple. C'est une aide qui est purement en subvention, qui est basée sur un surcoût avec donc un investissement similaire de référence qui est défini dans le cahier des charges pour chaque sous-section, qu'on l'a imposé pour l'équité entre les projets.
Donc là, il est rappelé la bonification pour les ENR. À noter, donc il y a un forfait d'aide qui est défini pour les véhicules où l'offre est bien définie. Pour cela également des raisons d'équité. Donc là, on en a parlé auparavant, les aides ADEME, de même que pour le PIA, sont cumulables avec les autres aides, que ce soit aide d'État ou aide publique. Les dates de dépôt à retenir, premier dépôt le 17 décembre, ensuite l'année prochaine le 16 mars et le 14 septembre. Là, je me permets d'insister sur le fait que on a de la chance d'avoir de la visibilité sur cet appel à projet, c'est-à-dire qu'il court jusqu'à 2023 et que il y a du budget donc sur 3 années. C'est plutôt un luxe comparé à l'appel à projet précédent. Et donc, on n'invite pas les porteurs de projets à se précipiter pour la première clôture, tout simplement puisque les 3 clôtures seront abondées en budget et même potentiellement, il y aura des clôtures ultérieures. Et donc, si jamais le projet n'est pas mature, il n'y a aucun souci à viser une clôture ultérieure, notamment pour les usages plus lourds. Je pense aux bus articulés, camions, etc. Au niveau des pièces à fournir, donc, je ne vais pas m'étendre dessus. Par contre, en amont du dépôt, on invite fortement à prendre contact avec la direction régionale adéquate pour se faire connaître. Ça permet de faire gagner beaucoup de temps ensuite derrière s'il y a instruction après dépôt du projet. Et n'hésitez pas à poser vos questions sur la boîte mail générique. Ça de répondre assez rapidement. Et qu'aussi sage2@adem.fr. Je vais laisser ce tableau affiché en même temps que la réponse aux questions, mais je vais juste en profiter quand même pour remercier grandement la T2E et France Hydrogène d'avoir pu organiser cette série de webinaires, donc qui se clôture là avec ce dernier webinaire, puisqu'ils ont été d'une grande aide. Donc merci et on attend vos questions. Merci beaucoup Pierre. Je propose une première série de questions. Alors une première liée à la production de méthanol à partir d'hydrogène bas carbone et donc de CO2. Est-ce que ce type de production peut être soutenu dans ce deuxième appel à projet? Alors non, ce sera pas directement soutenable. Par contre, on invite donc plus à se renseigner du côté Briques Techno pour ce type de e-fuel, pour regarder notamment en termes d'impact environnemental ce que ça représente. Ok, sur les sources d'électricité prises en compte dans l'électrolyse, on avait bien compris que c'était soit un raccordement à un parc existant, soit un contrat à long terme. Est-ce que également les certificats d'origine ENR sur les sources d'électricité pour un projet d'électrolyse peuvent être prises en compte? Alors, elles sont appréciées, ces garanties d'origine. Par contre, comme elles ne représentent pas un surcoût qui est conséquent, ou même notable, sur la globalité de la chaîne, il n'y a pas de taux bonifié pour ce type de liaison. Ok, une question sur le prix cible. Et donc le 9 € par kilogramme d'H2, est-ce un prix à la production ou à la distribution, notamment en sortie de stations d'avitaillement par exemple? Oui, en effet, je ne l'ai pas précisé, c'est le prix final utilisateur. Donc c'est celui qui le ressent, qu'il pourra ressentir sur son TCO derrière, sur son coût total utilisateur. Une série de questions aussi sur les véhicules. On a vu que le rétrofit était accepté pour les bus de 18 mètres. Est-ce qu'il est aussi accepté pour les bus de 12 mètres et les BOM, bennes ordures ménagères? Oui, il sera accepté. Il faudra juste détailler pourquoi cette solution est préférée vis-à-vis du neuf commercial. Mais en effet, c'est tout à fait éligible. Dernière question pour ma part concernant les véhicules industriels off-road ou hors route, notamment les chariots élévateurs, les engins de chantier ou portuaires, sont-ils éligibles? Alors ça, pour l'instant, on flèche sur l'axe 3 de la Briques Techno,
véhicules innovants. Sachant, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais cet appel à projet, notamment au niveau des véhicules éligibles, il pourrait être amené à changer au fur et à mesure des clôtures. Donc là, c'est dans sa mouture actuelle, c'est pour la clôture du 17 décembre. Parfait. Christelle? Ouais, alors juste avant de passer sur des questions relatives au type et montant d'aide, je revenais sur juste une question de rétrofit. Si on peut faire du rétrofit pour les camions de 44 tonnes, le taux d'aide serait donc basé sur quel type de surcoût puisque on partirait sur une flotte existante? Euh, Tant bien même, pour simplifier, enfin, on pourra creuser au cas par cas, mais il me semble quand même qu'il faudra prendre un surcoût diesel neuf de nouvelle acquisition de véhicules, puisque c'est usuellement ce qui serait fait si jamais le rétrofit n'était pas arrivé pour remettre en norme le véhicule. Et juste un tout petit point rapide sur ce qu'on entend par bateau à quai. Barge, cabotage, paquebot maritime et où? Oui, pour l'alimentation de bateaux à quai, donc là donc on parle d'usage stationnaire pour alimenter n'importe quel type en fait de bateau. Donc ensuite, ça peut être une pile entre guillemets stationnaire embarquée sur une barge pour permettre l'alimentation de gros navires. Il n'y a pas de restriction particulière qui est faite tant que donc on parle bien d'usage stationnaire, ou alors si c'est pour de la motorisation, là, comme on l'indiquait, il y a un seuil d'aide qui est de 1 million d'euros pour le bateau. Ok, merci. Une question sur les pourcentages ou montants d'aide concernant les achats de bus pour les collectivités, métropoles, agglomérations, qui sont les acquéreurs habituels de bus. Mhm. C'est vrai que c'est une question récurrente, on la mettra dans la foire aux questions. En fait, les collectivités, elles sont assimilées petites, moyennes ou grandes entreprises selon les règles de l'ADEME, selon la taille du service concerné qui déploie le projet. Donc, pour reprendre en des termes plus juridiques, c'est indiqué dans le volet administratif directement, en page 3 de mémoire. Vous pouvez vous renseigner ici. Toujours sur les collectivités, est-ce qu'il y a une aide à la coordination du consortium si c'est la collectivité qui assure cette coordination? Non, on n'aide pas à ce type de dépenses. Et pour ma part, peut-être une dernière question. Quelle est la durée d'utilisation possible des subventions obtenues depuis la contractualisation? Ça fait référence notamment à un cas qui serait le remplacement de stacks d'électrolyseurs qui serait à changer après plusieurs années et qui serait à considérer comme CAPEX. Mhm. On a choisi de ne pas rendre ce type de CAPEX éligible. En fait, très simplement pour des raisons de durée de convention. Pour vous donner une idée de la problématique, c'est que on vous solde la convention à la fin du projet, et ça correspond au moins à 20% de l'aide. Donc c'est quelque chose que généralement les porteurs de projets ils n'aiment pas récupérer beaucoup d'années après la contractualisation. Donc on évite de faire des conventions qui durent plus de 5 ans. Et donc ça répond aussi à peu près à la question de la durée des dépenses qui sont éligibles. D'accord. Et bon, peut-être je conclus pour ma part par une toute dernière question. Donc sur le versement des subventions dans le temps, est-ce que c'est comme pour le premier appel à projet, c'est-à-dire 15% en avance, versement intermédiaire 20% au solde, ou en fonction des besoins du projet, ça peut être plus ou différent? Le solde, il ne changera pas. Par contre, en termes de versement intermédiaire et d'avance, ça, on pourra voir au cas par cas suivant l'entreprise, et on reste assez ouvert là-dessus. Merci beaucoup à vous pour les réponses aux questions. David, je te laisse peut-être la main pour conclure. Moi, j'ai pas d'autres questions pour l'instant. Juste une dernière question, effectivement, avant de conclure. Pour un projet qui aurait été accompagné dans le cadre de ces appels d'offres, est-ce que l'électrolyseur pourra néanmoins bénéficier du mécanisme de soutien et des garanties d'origine qui en seraient issues?
Juste pour bien comprendre la question, appel d'offres, c'est-à-dire 7 appels à projet, les s'il est soutenu par. appel à projet écosystème. Oui. Mhm. Là, c'est dur de se positionner pour l'instant, puisque les mécanismes donc de compensation sont en cours de caractérisation et on ne sait pas s'ils seront adéquats pour ce type d'écosystème. Donc, c'est difficile de vous répondre maintenant, mais on garde la question à l'esprit. Ok, merci beaucoup. Clément, Pierre, un dernier mot avant de conclure? Merci de nous avoir écoutés et on essaie de répondre aux questions écrites auxquelles on n'a pas répondu aux 3 webinaires assez rapidement pour vous donner de l'information. Peut-être Merci juste, beaucoup. Oui. N'hésitez pas à revenir vers les boîtes mail respectives. voilà, et peut-être juste aussi pour que ce soit plus clair pour tout le monde, ce Q&A, cette foire aux questions, du coup, pourra être disponible à quel moment? Alors déjà, on compte du côté brique, du côté écosystème territoriaux, on compte à terme la mettre sur la page de l'appel et on vise le 9 novembre. Ensuite, la semaine du 9 novembre. Ensuite, on espère qu'il n'y aura pas de délai. Merci beaucoup encore une fois. Merci beaucoup à tous les deux. Merci l'ADEME, merci à France Hydrogène. Donc, je vous rappelle que vous recevrez dans la journée les supports de cette présentation par mail ainsi que le lien vidéo pour revoir ce webinaire. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci David. Merci, au revoir. Merci, au revoir.